ça, câble. Eh ben, on vous propose de commencer ce temps de l'après-midi qui dure 1h20. Bah voilà, il suffit de commencer, c'est ça que ça marche. Qui va durer 1h20, 1h30. Alors c'est enregistré, c'est filmé, mais c'est pas filmé pour être diffusé. Donc rassurez-vous, les questions que vous allez pouvoir poser à la fin ne seront pas diffusées. Voilà. C'est filmé pour aider à faire la synthèse en fait. Je me présente, je m'appelle Fabrice Gou, je suis délégué régional à l'ORACS, donc l'Union régionale des centres sociaux. Et je prends la parole aujourd'hui au titre de la Fédération des centres sociaux du Rhône. Je vous présenterai à la fin, du Rhône de la métropole, pardon, je vous présenterai à la fin une publication, un hors-série qui est paru chez Juris Association qui traite du sujet qu'on va parler aujourd'hui, dont peut-être certaines et certains d'entre vous connaissent déjà. On va avoir cet après-midi 4 interventions. Une première intervention de Anne-Cécile Vivien, qui est avocate au barreau de Lyon, membre de la commission association, pardon. Hervé Janco, qui est responsable de la mission développement social local ville de Lyon, et Brice Gourdol, qui est directeur de la MJC Montplaisir. Et la quatrième intervention, ça sera vous, parce qu'on se laisse le temps à la fin de bien garder 20-30 minutes si on peut, pour un échange questions-réponses libre et gratuit. Voilà. L'intitulé, c'est bien mode de contractualisation entre collectivités et associations. Quelle marge de manœuvre pour conserver des leviers d'action? Donc il y a déjà un parti pris dans l'intitulé. On espère que le titre va résonner avec les propos qui seront tenus pendant cette heure et demie. Madame Vivien, maître Vivien, c'est comme ça que vous dites. C'est bien. Bonjour à tous. Oui, donc moi j'interviens en tant qu'avocate pour donner un peu quelques éléments de nature juridique sur les modes de contractualisation. Alors, effectivement, moi je fais partie de la commission de droit des associations au barreau de Lyon. Donc c'est une commission qui est uniquement dédiée à tout le droit qui concerne les associations et qui regroupe des avocats on va dire de toutes les compétences, puisque vous devez le savoir, il n'y a pas de droit des associations qui existent. Donc on est obligé de faire un mélange de droit fiscal, de droit social, de droit public, etc. Et donc avec tout ça, il faut se débrouiller et essayer d'en tirer un peu tous les éléments qui s'appliquent aux associations et qui permettent tout de même aux associations de garder leur initiative associative et leur particularité. Excusez-moi, est-ce qu'il serait possible que vous preniez le micro ou c'est pas envisageable? Si, moi ça merci, si ça fonctionne, pas de souci. Le vrai fonctionnement est Oui, c'est mieux. D'accord. Donc, ce que je disais, alors moi j'interviens dans la partie droit public. Et la partie droit public, justement, c'est la partie contractualisation entre les associations et les personnes publiques. Et comment faire en sorte que dans cette contractualisation, les associations, de manière sécurisée, puissent aller voir les personnes publiques et puissent défendre en fait l'idée qu'elles peuvent être financées par des personnes publiques tout en conservant leur initiative associative. Donc, en gros, comment est-ce qu'on peut passer de manière sécurisée dans un financement par de la subvention et comment est-ce qu'on peut éviter de passer dans ce qu'on appelle ou de la délégation de service public ou du marché public où, il faut le dire, l'association, elle perd son initiative associative. Et dans un deuxième temps, je vous dirai aussi, vous me direz quand je suis à la limite de temps, je vous expliquerai, une fois qu'on est passé en subvention, comment faire en sorte que la subvention soit régulière. Donc, schématiquement, c'est quoi la différence subvention commande publique, donc aussi bien marché public que délégation de service public? La grande différence, en fait, il y a deux critères. Une subvention, elle est régulière s'il y a bien une initiative associative et si l'association, elle conserve une part d'autofinancement. Alors qu'on passe dans de la commande publique, quand l'initiative, le besoin est défini par la personne publique et que le prix est payé par la personne publique. Alors, c'est là où souvent on est dans la frange, on va dire, une frange un peu grise, où quand on est dans du conventionnement, souvent les collectivités publiques viennent vous dire « Ah mais nous on voudrait qu'il y ait ceci et cela, que ça soit de tel horaire à tel horaire ». Et c'est là où il faut discuter avec la personne publique et leur expliquer jusqu'où elles peuvent s'immiscer dans la définition finalement de vos actions. Et à partir de quand il faut s'arrêter parce que sinon
on tombe dans une redéfinition du besoin et on tombe dans de la commande publique. Donc c'est là où effectivement c'est effectivement une réflexion un peu complexe à avoir avec elle, mais il faut bien leur faire comprendre qu'on peut parfaitement conventionner, avoir des subventions de manière régulière et sécurisée. Le tout effectivement c'est que la co-construction ne tombe pas dans de la prestation de service. Donc à titre d'exemple, si vous êtes dans du périscolaire, le fait qu'il y ait des horaires, c'est normal. Par nature, des horaires de périscolaire, on ne va pas vous mettre du périscolaire en milieu de matinée. Bon. Donc ça peut être marqué dans le cahier des charges. C'est intrinsèque à votre activité. Après, effectivement, si on vous dit il faut que ce soit telle activité, avec tel objet, etc., là, ça devient beaucoup plus précis. Et c'est là où il y a des jurisprudences qui ont défini aussi ce que étaient les appels à projets. Et dans les appels à projets, pour que vous puissiez avoir des subventions régulières, dans les appels à projets, les collectivités vous disent voilà, je lance tel appel à projet dans tel objet, répondez et j'ai des subventions disponibles. Et les jurisprudences vous disent bien qu'il ne faut pas définir des actions, il ne faut pas rentrer dans le domaine de l'action précise, mais il faut rester dans le domaine des objectifs à atteindre. Et si vous êtes bien dans le domaine des objectifs à atteindre, dans le cadre de votre appel à projet, ensuite, la subvention, vous gardez la part d'initiative associative et vous pouvez, et la part d'autofinancement, même si elle est très faible, et ensuite vous pouvez rester dans le domaine de la subvention. Donc l'idée, je dirais, maîtresse à conserver, c'est qu'effectivement, pour ne pas tomber dans de la commande publique, il ne faut pas que le besoin soit défini de manière précise par la personne publique. Il faut garder la main, il faut que ce soit l'association qui garde la main. Une fois que vous avez réussi à convaincre donc, la personne publique qu'elle va lancer un appel à projet ou qu'elle va subventionner, ensuite il faut savoir quel type de subvention vous allez percevoir. Et c'est là où également il faut faire attention. Parce que le droit des subventions, moi je dis toujours que c'est un peu à millefeuille. Vous appliquez systématiquement le droit national. Et puis ensuite, vous pouvez éventuellement avoir une couche supplémentaire que l'on appelle du droit communautaire, si jamais l'association, elle passe côté entreprise. Alors, je ne sais pas si ça vous parle ou pas, mais effectivement, en droit communautaire, il y a ce qu'on appelle le droit des aides d'État. Et le droit des aides d'État, c'est le droit pour une personne publique de verser des aides, donc des subventions. Sauf que ce droit, il s'applique aux entreprises qui ont une activité concurrentielle. Or, le secteur associatif, par nature, intrinsèquement au départ, ça ne doit pas être une entreprise sur un secteur concurrentiel. Le secteur associatif, il a des prestations qui sont individualisées, qui ont, on va dire, une logique propre et qui, normalement, ne devraient pas pouvoir être accomplies par n'importe quelle entreprise. Je donne comme exemple, vous êtes dans, je vais dire une MJC ou un centre social, vous avez des cours de guitare. On va vous dire quelle est la différence entre un cours de guitare qui est donné par une MJC et un cours de guitare qui est donné par un prof de musique. Et bien c'est là où, dans le secteur associatif, il va falloir arriver à avoir, dans le cadre de l'organisation de vos cours de guitare, une logique propre, une logique qui vous est propre. Par exemple, le cours de guitare, c'est le mercredi après-midi, c'est le moyen pour le centre social de discuter, d'accueillir les familles qui viennent accompagner les enfants, d'identifier éventuellement les grands-parents qui ont besoin d'aide, les parents qui par ailleurs ont peut-être besoin, je ne sais pas moi, de cours ou de formation dans tel et tel domaine. Si vous voulez, le cours de guitare, c'est pas un simple cours de guitare que n'importe quel prof de musique ou que n'importe quelle entreprise privée peut donner. Il y a une logique derrière le cours de guitare. Et c'est là où, si vous êtes dans cette logique-là, ça vous permet de défendre le fait que l'association n'est pas une entreprise sur un secteur concurrentiel, que vous vous inscrivez dans un programme associatif global, et ça vous permet donc de ne pas être soumis au droit communautaire qui encadre très strictement le versement des subventions. Voilà. En fait, la logique, pourquoi est-ce que moi je vous dis que vous n'avez pas intérêt à être assimilé à une entreprise et à bien montrer que vous avez une logique propre, parce que le versement d'aide d'État à une entreprise, c'est très très encadré et aujourd'hui c'est de moins en moins autorisé. Donc c'est beaucoup plus simple pour une collectivité territoriale, et après la ville de Lyon pourra le confirmer, c'est beaucoup plus simple
pour une collectivité territoriale de verser une subvention à une association qui n'est pas une entreprise que d'avoir une association qui se met délibérément sur un secteur concurrentiel et qui finalement va se retrouver à appliquer dans mon millefeuille juridique une strate juridique supplémentaire qui en plus est compliquée à respecter. Donc c'est là où il faut arriver à bien définir voilà, quelle action vous voulez faire subventionner, dans quel contexte. Voilà. Après, effectivement, vous pouvez aussi avoir une logique concurrentielle et vous dire je sectorise. Dans certains domaines, je sectorise, donc je ne me fais pas subventionner cette partie-là qui est sur une logique concurrentielle. En revanche, je me fais subventionner l'autre partie. Il y a différentes, on va dire, types de stratégies à mener. Mais il faut bien avoir en tête que si vous vous mettez sur un secteur concurrentiel, le droit des subventions devient beaucoup plus complexe et beaucoup plus difficile à obtenir. Je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps. Donc après, sur le droit national, les conseils que je donnerais, si vous êtes simplement sur du droit national, c'est bien savoir à quelle collectivité vous allez vous adresser pour percevoir des financements. Les communes, il y a une clause générale de compétences, donc les communes, effectivement, sont toujours compétentes pour verser une subvention à une association, on va toujours réussir à la trouver. Après, il faut arriver à identifier les autres strates de collectivités compétentes. Donc, les intercommunalités, elles ont des domaines de compétences où elles peuvent verser des subventions. Ce ne sont pas les mêmes domaines de compétences que les départements, ce ne sont pas les mêmes domaines de compétences que les régions. Donc, à chaque fois, en fait, il faut que vous justifiez votre demande de subvention par rapport à un domaine de compétences. Le département, il faudra plus jouer sur une justification pour la même action. Le département pourra plus vous verser de l'argent au titre de sa compétence sociale. Une région, ça pourra plus être au titre, par exemple, de l'éducatif. Une interco, ça pourra être sur du développement territorial. Et puis la commune, c'est sa clause générale de compétences. Et si vous organisez bien tout ça, éventuellement, vous pouvez essayer d'obtenir des subventions des différentes collectivités. Voilà, très très schématiquement résumé ce que je pouvais vous dire sur le droit. Mais vraiment, premier point, bien justifier que vous êtes en subvention et pas en commande publique. Donc bien mettre en avant l'initiative associative et ne pas laisser la personne publique trop prendre la main, parce que sinon vous risquez une requalification s'il y a un contentieux par le juge administratif. Et la requalification, ça veut dire que la convention de subvention, elle est annulée et vous êtes obligé de rendre l'argent. Donc c'est toujours un peu embêtant. Et une fois que vous êtes bien certain d'être en subvention, bien se poser la question, est-ce que vous voulez garder un fonctionnement très associatif, ne pas être sur un secteur concurrentiel, donc bien mettre en avant vos particularités, ça facilitera le versement des subventions. Voilà, merci. Merci. Proposition que s'il y a des questions, on les garde pour un bloc à la fin. Vous avez tous pris de quoi noter et tout ça, donc marquez les questions, on se gardera le temps d'échange. À la fin, les 30 dernières minutes. Hervé, Janco, Ville de Lyon, on essaye de fermer un peu l'entonnoir, de voir comment ce qui vient d'être dit se transpose dans les pratiques que vous avez dans la collectivité. Je vais essayer. Merci. Moi j'avais quand même pour ambition de redire que la ville est en lien avec pas mal d'associations, mais par contre il y a un lien qui est particulier avec certaines d'entre elles, que sont les MJC, les maisons d'enfance et les centres sociaux, et quelques autres sur Lyon depuis de nombreuses années, puisque les premières conventions cadres, elles datent d'environ 2004 ou 2005. La pratique à l'époque, c'était que, compte tenu des modèles économiques très fragiles de certaines, la ville était souvent appelée à la rescousse pour que l'association en fait ne ferme pas ses portes. Et donc voilà pourquoi il y a eu des prémices déjà il y a 20 ans de réflexion quant à la conduite de projets à mener avec ces acteurs-là, pour qu'ils demeurent des partenaires, mais surtout qu'on puisse effectivement compter sur eux de manière beaucoup plus pérenne, et donc de construire des modalités de financement qui s'adossent justement à une forme de pérennité de leur modèle économique. J'en arrive à, rapidement, je fais 2004, je saute jusqu'à environ 2019-2020, où en fait, dans l'optique d'avoir une future équipe municipale, on avait beaucoup réfléchi sur la manière dont on pouvait aussi renouveler notre modèle partenarial. Donc voilà pourquoi on a pu avoir le soutien et l'aide de Maître Vivien, ici présent, qui avait relu les conventions précédentes et qui, globalement, je le fais un peu court, vous pourrez aussi préciser, mais
relevait plutôt parfois d'une fausse délégation de service public, tellement il y avait de choses attendues par la ville de Lyon. Et à la fois, les associations ne faisaient plus du tout preuve d'une quelconque initiative chaque année, puisqu'elles touchaient un financement qui était lié à un projet associatif qui parfois n'était même pas renouvelé. Donc il y avait quand même beaucoup de sujets qui pouvaient mettre à défaut ce partenariat. Et voilà pourquoi en fait on a retenté de le remettre à plat. Et donc, on a lancé en 2021 un nouvel appel à initiative associative. Donc, c'était un peu nouveau format à la ville de Lyon parce qu'on avait plutôt l'habitude de lancer des appels à projets. Alors, ça se fait encore, en tout cas celui-ci, c'était bien la première fois. Et l'appel à initiative, en fait, il est assez simple. Il repose sur 3 thématiques essentielles attendues par la ville. C'est d'avoir des partenaires qui puissent l'accompagner sur des projets, des actions envers des habitants dans le cadre de la transition écologique et sociale, de mettre en place à la fois des actions et des projets jeunesse et surtout d'être ancré sur les territoires lyonnais. Donc ça reste de manière assez large, assez basique, mais en termes de critères de recevabilité pour nous, il fallait obligatoirement que ces associations qui répondent soient lyonnaises, c'est-à-dire qu'elles soient à la fois sur le territoire lyonnais, qu'elles soient composées d'habitants, et que c'était effectivement des associations d'habitants qui allaient pouvoir être soutenues et accompagnées par la collectivité, et puis qu'elles répondaient de manière différente, en tout cas, à ces 3 enjeux. Et donc, voilà pourquoi on a eu une cinquantaine, je crois, de réponses en 2021 d'associations qui tentaient de répondre à ces 3 enjeux en faisant part de leur projet associatif ou de la manière dont leur projet allait pouvoir y répondre. On aura un exemple avec Brice juste après pour la MUC Mon Plaisir. Mais c'est ainsi que 41 associations, en tout cas 39 associations d'éducation populaire et 2 réseaux associatifs que sont la Fédération des centres sociaux du Rhône et de la métropole et le réseau Rhône-Saône des MJC sont devenus à nouveau des partenaires auprès de la ville de Lyon, en renouvelant à la fois leur initiative et en confortant un modèle partenarial à partir de nouveaux enjeux qui étaient validés par la nouvelle équipe municipale. Voilà. À ce titre-là, ça nous permet de financer les associations sur une période alors, plus ou moins longue en fonction de là où on se situe. Je pense que Brice n'évoquera pas les choses de la même manière que moi. Pour moi, on est quand même sur du moyen terme dans la mesure où elles sont financées de 2022 à 2025 et que chaque année, en fait, on a des temps de rencontres qu'on qualifie de dialogue de gestion, technique et politique, avec chacune d'entre elles et les élus de la ville pour faire un point régulier de la situation de l'association dans sa globalité, à la fois en parlant d'économie, en parlant de gouvernance associative et en parlant de projets divers et variés. Donc à ce titre-là, elles ne répondent plus à une demande d'initiative annuelle, mais le conventionnement leur permet effectivement de pouvoir obtenir à minima un financement espéré, en tout cas, qui soit celui à minima de l'année d'avant. Voilà. Lors des rencontres techniques et politiques, et je vois une présidente d'association que je connais bien, généralement en lien avec les mairies d'arrondissement et les mairies centrales, on a des rencontres qui traitent aussi globalement de ces enjeux-là, et si malgré tout, diverses délégations de la ville de Lyon peuvent aussi solliciter, interpeller régulièrement ces associations, ces dernières peuvent quand même se réfugier après, en tout cas, a priori derrière leur conventionnement, afin de ne pas non plus s'exposer à diverses demandes, à diverses sollicitations et justement à s'éparpiller en termes de projet. Donc ça nous garantit là aussi une forme de partenariat un peu plus construit, un peu plus cohérent à l'échelle du territoire lyonnais. Voilà. Qu'est-ce qui... Pardon. Oui, bon, en fait, moi, ce que je voulais ajouter aussi peut-être, c'est que par rapport à la... Si vous voulez convaincre une collectivité aussi de l'avantage de ce système-là, de conventionnement avec appel à projet, c'est que la ville, elle a demandé justement à ce que ce soit des associations locales qui répondent. Et ça, si vous passez en côté commande publique, c'est interdit. Donc une ville qui va passer un marché public, elle ne pourra pas demander à ce que ce soit une entreprise locale qui réponde. Le localisme en commande publique, c'est interdit. Donc c'est aussi un point, à mon sens, très important à montrer et à mettre en avant vis-à-vis des élus et des services qui ne connaîtraient pas ce système-là. C'est-à-dire, si vous voulez que ce soit des structures locales qui répondent et qui participent au développement de la collectivité, il ne faut pas passer par une commande publique. Parce que le localisme, c'est les directives communautaires, c'est complètement interdit, et c'est l'ouverture à la concurrence.
Donc vous pouvez très bien avoir une entreprise qui vient de l'autre bout de l'Europe qui réponde, vous n'avez pas le droit de vous y opposer. En revanche, la ville de Lyon, ce qu'elle a fait, c'est parfaitement régulier. C'est un appel à l'initiative. C'est en dehors de la commande publique et on peut mettre en avant des initiatives locales. Donc je pense que c'est important de le mettre en avant aussi dans les avantages de la subvention. Enfin, le deuxième critère qui était aussi important, c'est celui que j'évoquais, relatif à la composition de la gouvernance associative. On a aussi pas mal d'associations lyonnaises qui fonctionnent souvent au marché ou en délégation de service public avec les collectivités et avec lesquelles on n'avait pas forcément envie de travailler, justement parce que tout le travail d'ancrage en proximité sur certains territoires, notamment auprès de publics plus vulnérables, toutes les démarches liées au pouvoir d'agir, à l'engagement, au bénévolat et à la participation citoyenne devaient faire aussi écho à cette nouvelle politique municipale. Et peut-être ce qui est en complément, qu'est-ce qui amène, alors sans parler au nom des élus, mais qu'est-ce qui amène des élus à réfléchir de cette manière-là? C'est-à-dire, tiens, ça va être nos critères. J'entends le besoin d'être bordé juridiquement parce qu'on ne sait pas trop où on va donc, quand on prend un mandat, et notamment alors, à la ville de Lyon, mais je pense aussi à peut-être de plus petites collectivités. Mais qu'est-ce qui amène des élus à faire ce choix-là et à se dire, tiens, l'initiative des habitants, c'est ça en fait qu'on vient chercher. C'est des élus, ils sont élus, ils ont des idées, ils veulent les mettre en place, mais du coup, qu'est-ce qui les pousse à dire, mais on va quand même se baser sur ce que disent et ce que proposent les habitants? Est-ce qu'il y a une réflexion qui est derrière et si oui, laquelle? En tout cas, la ville de Lyon. Je ne répondrai pas forcément à la place de l'ensemble des élus de la ville, mais il y a deux choses. Il y a d'une part l'histoire et le contexte lyonnais. Il y a 20 ans de partenariat entre la collectivité et ses associations. Donc d'une part, il est difficile de mettre à mal cela, dans la mesure où, pour la plupart des élus lyonnais sur les 20 dernières années, beaucoup émanaient de ces structures-là, provenaient de ces structures-là. Donc il y a aussi un rapport politique assez fin entre ces acteurs-là et la collectivité. La deuxième chose, c'est que la chance qu'on a eue, c'est qu'effectivement, notamment le maire de Lyon et son adjointe, qui est notre adjointe de tutelle, Julie Nublafort, déléguée à la vie associative et la vie populaire et au sport, avait aussi à cœur de pouvoir renouveler ce partenariat en tenant compte expressément de la liberté associative. C'est quelque chose qu'elle porte en matière de valeurs. Je crois que d'ailleurs, on aurait pu l'évoquer aussi tout à l'heure, la question des valeurs associatives, la manière dont les associations portent aussi ces valeurs-là auprès des collectivités est tout aussi important que le projet qu'elles mettent en œuvre. Et ça fait aussi partie des sujets qui nous ont amenés, nous, à continuer, à poursuivre ce travail qui était engagé depuis plusieurs années. Alors certes, en le modifiant sur le fond et sur la forme, mais pour autant, ça reste un sujet de tension. Ça reste un sujet de tension, y compris au sens de l'administration, puisqu'on a plutôt aujourd'hui, en tout cas plutôt aujourd'hui, j'ai dit une bêtise, depuis au moins une vingtaine d'années en France, une administration qui est quand même très branchée sur la manière dont les collectivités peuvent fonctionner au même titre qu'une entreprise privée. Et donc les fameuses théories du New Public Management, on les vit de plein fouet au quotidien. Donc c'est très délicat de vivre cette relation bicéphale au sein de la collectivité en tant que service proche à la fois d'une élue et à la fois devant faire avec sa propre administration. Et donc en fait on a des attentes qui parfois se contraignent l'une et l'autre puisque l'administration attend notamment des associations qu'elles fassent et qu'elles fassent bien, notamment en matière de service, alors que la fonction politique est plutôt attendue sur une logique de projet pour ces acteurs-là. Donc on est souvent amené dans la négociation avec les associations, et peut-être que Brice, tu pourras en parler, mais à manier en fait cette logique de projet et cette logique de service en permanence, et notamment avec les acteurs associatifs qui gèrent du service au public classique, type petite enfance, crèche ou accueil de loisirs. On parlait de périscolaire, ça pourrait aussi être vécu comme ça, en tout cas par une partie de la collectivité. Donc c'est des sujets qui demeurent, sur lesquels aujourd'hui on s'appuie davantage sur la posture du maire et de certains adjoints pour tenir le cap, en tout cas jusqu'en 2026. On verra bien ensuite avec la nouvelle équipe ce qu'il en sera. Alors je ne sais pas si je réponds en totalité à la question, mais aujourd'hui on en a encore là. Okay. Merci. Continue, Brice, on te laisse la parole pour voir un peu comment justement... Ce qui peut être intéressant, ça, c'est de repartir de l'initiative de l'association, justement, comment ça vient se rencontrer.
Ok. Donc Brice Gourdol, directeur de la MJC Mon Plaisir sur Lyon 8, planté en 2 minutes le décor, MJC Maison des Jeunes et de la Culture, association de loi de 1901, gouvernée par un conseil d'administration composé de bénévoles qui sont essentiellement des habitants, j'ai envie de dire, du quartier, mais même des quartiers, puisque notre structure gère 2 équipements, la MJC Mon Plaisir ainsi que l'espace des 4 vents, qui bénéficie depuis peu d'un agrément espace de vie sociale de la CAF. La MJC Mon Plaisir, c'est à peu près 3200 adhérents. On gère 4 accueils périscolaires sur la ville de Lyon dans le cadre de notre partenariat avec la ville de Lyon. Et j'insiste sur le terme de partenariat dans le cadre du périscolaire. Et c'est un budget d'à peu près 3 millions, dont 1 141 000 € de la ville de Lyon. Donc notre partenariat, au-delà des idées de ce qu'on peut partager, c'est pas une paille, ça se traduit aussi concrètement par une dotation globale de fonctionnement, DGF, comme ça si vous m'entendez reprendre le terme, vous savez de combien je parle, c'est un peu plus du tiers du budget de l'association. Je suis arrivé en 2019, donc plutôt sur cette nouvelle mouture du partenariat, et ça s'est... je disais souvent, avec un brin d'humour à mes collègues lyonnais, je ne suis pas lyonnais à la base, hein, j'étais directeur de MJC sur d'autres territoires, que la collaboration avec la ville de Lyon, c'est pratiquement un Graal pour un directeur de MJC. Je ne lance pas de fleurs à Hervé, à la ville de Lyon, on sait se bagarrer par ailleurs, je vous rassure, il me le rend très très bien. On a une qualité de dialogue et de partenariat que beaucoup d'associations peuvent nous envier. Dans le sens où on a des interlocuteurs, je pense notamment au niveau du service développement social local, qui nous connaissent. Et quand je veux dire qu'ils nous connaissent, c'est pas juste ils savent nous appeler ou nous passer des mails, c'est qu'ils connaissent nos réalités professionnelles, les réalités de nos territoires. Certains sont inscrits dans le paysage lyonnais depuis longtemps, donc pour nous c'est effectivement une collaboration précieuse. C'est aussi une relation de confiance, là je parle avec les services, ça veut dire que quand moi, dans ma vie de directeur de MJC, j'ai une basket dans le potage, je suis dans des stratégies d'alliance et de partenariat avec la ville de Lyon. C'est des baskets chez moi dans le potage. Hein, chacun fait comme il veut. Voilà. Non, mais c'est un partenariat qui est précieux parce qu'on n'est pas à attendre, on n'est pas à découvrir donc tout de suite dès que j'ai une mauvaise nouvelle ou que j'ai une situation complexe qui peut avoir un impact sur le projet, sur notre fonctionnement, sur le, pour le dire comme ça, service au public. J'ai pas réflexe de tout de suite contacter la chef de projet avec qui on travaille et c'est assez précieux. Au niveau de la relation aussi, ce qui est précieux, c'est qu'on est donc sur une convention pluriannuelle. Tu me parlais de la durée, Hervé, moi je la trouve très confortable, la durée. Moi je fais partie des directeurs qui ne se posent pas la question tout le temps de est-ce qu'on va repartir, comment ça va repartir, je suis plutôt confortable là-dessus. Et le fait aussi d'avoir une DGF, donc si vous avez suivi dotation globale de fonctionnement, qui n'est pas fléchée, donc on est bien dans le cadre de la subvention, qui est globale, j'ai envie de dire, c'est très confortable. Même si on en parle de l'utilisation de cette dotation globale de fonctionnement, on sait, on est dans le cadre d'un partenariat, on est quand même attendu sur un certain nombre de points dans ce partenariat. Mais c'est aussi très confortable, moi notamment au niveau des équipes, sur du développement de projets. Ça me permet d'aujourd'hui pas avoir de postes qui sont financés sur des bouts d'appel à projets en permanence. Je pense que pour les professionnels ou les bénévoles du secteur associatif que vous êtes, vous savez à quel point c'est inconfortable quand vous avez des projets, quand vous avez des postes qui vous coûtent 40 000 € et qui sont construits pour partie sur une subvention pour tel projet, telle partie sur une subvention pour tel autre projet. J'ai connu ce genre de poste quand j'étais plus jeune. Je disais, moi je passais la moitié de mon temps à chercher des subventions, l'autre moitié du temps à justifier ces subventions. Et entre ces deux moitiés, il fallait que je conduise des projets. C'était particulièrement inconfortable. Moi aujourd'hui, je peux avoir des professionnels, je pense une animatrice initiative habitant et engagement citoyen. Il n'y a pas de fiche ROM, hein, les conseillères d'orientation dans les collèges et les lycées ne connaissent pas. Pourtant, elle a une mission qui, pour moi, est essentielle. Elle accompagne les initiatives des habitants sur le territoire. Je peux créer ce poste parce que, justement, ma DGF, elle n'est pas fléchée et on a un projet commun sur le territoire. Si on revient sur le périscolaire, parce que c'est quand même là où il y avait plusieurs fois achoppement, vu qu'on est sur le périscolaire, sur la ville de Lyon, on est 3 acteurs à intervenir. Il y a les services de la ville de Lyon, il y a les associations conventionnées comme nous, MJC, centres sociaux, maisons d'enfance. Et puis, il y a un 3e acteur qui vont être des organisations qui, pour elles, sont sous le régime de la délégation de services publics. Marché public, pardon. Je ne suis pas forcément coutumier de cette terminologie-là et ne cherche pas particulièrement à l'être. Pour nous, ce qui a été essentiel, c'est qu'on s'est engagé sur le périscolaire dans une logique de développement territorial, dans une logique d'implantation locale. On parlait même de continuum éducatif. Il y a une école qui a ouvert juste en face de l'espace des 4 vents. On s'est proposé nous-mêmes à la ville de Lyon pour en prendre le périscolaire. Pourtant, ceux parmi vous qui gèrent du périscolaire savent à quel point c'est compliqué parfois à gérer,
avec des personnels dans une certaine précarité au niveau de l'emploi, avec des turnovers significatifs, une école dans un QPV, donc avec des publics aussi en termes de besoins qui demandent d'aller plus loin que ceux que je peux avoir sur l'autre partie du 8e arrondissement. QPV, un quartier en politique de la ville. On s'est positionné dessus parce que pour nous ça avait du sens d'être au contact de ces publics, de pouvoir intervenir dans le champ de l'école pour être en contact avec ces publics. Donc on s'est positionné. Et effectivement, sur le périscolaire, la ville de Lyon, certes, pose un cadre, puisque le cadre du périscolaire, c'est le règlement de la ville de Lyon qui le pose. Par contre, en termes de contenu pédagogique, ce sont mes équipes qui composent ce contenu pédagogique. Alors au croisement quand même du projet éducatif de territoire de la ville de Lyon, elle a des ambitions éducatives sur son périscolaire, mais aussi nous, de notre projet associatif, qui promeut des valeurs comme l'inclusion, la solidarité. On n'est pas trop loin malgré tout avec la ville de Lyon sur ces idées-là, mais moi, mes directeurs d'accueil périscolaire conduisent des activités sur le périscolaire comme ils l'entendent, sans injonction pédagogique ou politique de la ville de Lyon. Et c'est aussi une des conditions qui font qu'on s'engage dessus. Sinon, on ne s'engagerait pas. Voilà, c'est pas dans notre ADN, il y en a d'autres qui le font même peut-être mieux que nous, si c'était dans un autre cadre, mais nous, c'est dans ce cadre de développement. Ça donne d'ailleurs des situations assez cocasses. J'en veux pour preuve, Hervé parlait de nos dialogues de gestion. Ça aussi, j'ai envie de dire, c'est une méthode de suivi dans le partenariat qui est riche. On n'est pas sur un dossier de bilan qu'on rend une fois par an. Vous avez fait quoi? Alors, on passe par le rapport d'activité qui est lu et épluché, bien évidemment, par les services. Mais on a des dialogues de gestion, de technique, où généralement on prend le temps, vu que souvent c'est même, nous avec les deux équipements, ça peut être plus de 4 heures, plus de 2 fois 4 heures de dialogue avec les services de la ville. On a effectivement ce dialogue politique qui a lieu en juillet, là c'est en présence des élus. Et ce sentiment, alors pardon pour l'anglicisme, mais de monitoring permanent, pardon pour l'anglicisme, mais d'être suivi en permanence, donc de ne pas avoir à rendre des comptes, parce que si jamais j'en reviens à ma basket dans le potage, il y a quelque chose qui ne va pas et qui apparaît assez rapidement, vous avez la capacité à le détecter et à venir vers nous. Et ça c'est précieux en termes de partenariat, de ne pas juste être on se parle quand ça ne va pas, mais plutôt on nourrit un dialogue tout le long. Et je prends un exemple sur ces dialogues de gestion. Donc nos principaux partenaires dessus sont la mission développement social local, je vous l'ai dit, des agents qui parlent notre langue, qui ont le champ lexical et du POP, jeunesse, développement social local évidemment. Ils ont ce champ lexical, mais on intervient quand même sur le champ scolaire, en tous les cas périscolaire, donc en dialogue aussi avec une autre direction qui est la direction de l'éducation. Et parfois avec des agents qui n'ont pas la même culture du partenariat, voire qui n'ont pas de culture du partenariat avec le secteur associatif. C'est pas un reproche que je leur fais, c'est des parcours professionnels différents, c'est des manières d'appréhender les relations qui sont différentes. Et on s'est retrouvés plusieurs fois, pour le dire ainsi, au niveau du dialogue, dans des stratégies d'alliance association et du POP, mission DSL, face à la direction de l'éducation qui avait vis-à-vis de nos associations des injonctions qui pouvaient relever de la commande publique, qui était non mais vous allez, là il y a la grève à midi, vous allez gérer les gosses à la place des équipes. Et là c'était marrant, c'est même parfois entre agents, pourtant d'une même municipalité, qui avait, alors je vais dire, le mot va être un peu fort, mais un affrontement, en tous les cas une mise au point pour dire non, attention, on n'est pas dans une commande publique, on est dans un partenariat. Voilà. Pour nous, c'est extrêmement fort, c'est extrêmement précieux. Je pense que moi, pour les administrateurs, alors j'ai ma présidente dans la salle en plus aussi, c'est aussi une relation qui est forte avec les élus, parce que quand on parle, alors certes on parle argent, il n'y a pas de raison qu'on n'en parle pas, mais on parle aussi à un moment du projet, et on est sur un partenariat où la ville nous reconnaît comme une force sur le territoire pour mener des actions, pour développer des projets au niveau local. Donc c'est vraiment une relation qui est très confortable. Je le dis d'autant plus, peu d'enjeux vis-à-vis de la ville à titre personnel, mais je l'alimente aussi à l'aune de mon expérience précédente. J'ai été en mission de délégation territoriale pour les MJC sur la Drôme et l'Ardèche dans un temps passé, avec des relations qui étaient différentes en fonction des villes qui avaient des relations entre guillemets beaucoup plus marchandes, un rapport beaucoup plus descendant, qui je m'étends, j'en ai pour combien en face. Alors la ville de Lyon, j'imagine, veut en avoir pour son argent aussi, mais le rapport n'est pas le même. Et au niveau de la délégation de services publics, en tout état de cause, nous en tant que structure de développement social local, moi j'ai des bénévoles qui s'engagent pour le développement de leur territoire, pas pour le développement à proprement parler d'une association ou d'une organisation quelconque. Donc s'embringuer sur des réponses à des marchés publics aurait en tout état de cause peu de sens pour nous. Sinon un sens économique,
mais un sens économique. En tant que maison des jeunes et de la culture, on n'est pas dans cette quête-là, on est dans une quête de développement sur notre territoire, d'implantation au centre de notre territoire. Merci Brice. Avant de passer à la phase échange, simplement vous présenter. Alors je l'ai imprimé parce que je l'ai prêté, j'avais plusieurs exemplaires et ils sont tous disparus. Je ne sais pas si vous connaissez cette revue Juriste Association. C'est un bimensuel qui est édité par les éditions Lefebvre Dalloz, je crois. Donc Dalloz, c'est celui qui fait les gros livres de code civil et de code pénal. Donc ça, c'est sérieux, ça. Voilà. Ils ont sorti un hors-série au mois de mai en collaboration avec la Fédération nationale des centres sociaux et auquel les fédérations locales aussi ont participé. Contractualisation, mode d'emploi. Ça va reprendre un petit peu tout ce qu'on se dit là à l'intérieur. Alors ça parle des centres sociaux, mais par exemple dans la région, 80% des centres sociaux sont gérés de manière associative. Donc on parle d'un certain nombre d'associations qui sont présentes sur le territoire. Voilà, si ça vous intéresse, c'est commandable, c'est pas très cher, c'est assez dense et un peu technique. Donc ça ira plus loin de ce qu'on peut évoquer là en 1h15. Mais peut-être vous redire aussi de faire le parallèle avec des éléments d'actualité. Nous, on a un certain nombre de centres sociaux dans le réseau qui sont, nous on appelle ça soumis à la vente à la découpe. C'est-à-dire que sur certains territoires, on a des collectivités locales qui viennent voir l'association, qui avait monté de longue date un accueil collectif de mineurs qu'on n'appelait pas, on appelait centre aéré à l'époque, et qui là aujourd'hui disent bah tiens, nous on va reprendre ça, on va vous laisser ça parce que ça on n'en veut pas, et puis etc. Et puis il y a un passage en DSP. Et sur le passage en DSP, eh ben, on est confronté, et malheureusement là il y a une vraie inégalité territoriale au secteur privé, parce que le secteur privé ne va que là où il peut gagner de l'argent, c'est le lucratif. Et que du coup, sur certains territoires, il y a une féroce concurrence qui vient à s'opérer entre des associations qui, pour ne pas lâcher leur accueil collectif de mineurs, qui était le truc historique qui a construit même presque le centre social au départ, et ça je vous parle il y a 50 ou 60 ans en arrière, répondent à la DSP. Et de ce qu'on en constate, c'est que c'est des associations qui petit à petit se délitent, perdent le sens de leur action, et au final finissent par perdre leurs bénévoles, très clairement. Et au passage prennent des risques juridiques, sont attaqués par la concurrence, parce que quand on va sur la DSP, du coup on vient nous voir en disant mais en fait vous faites ça à ce prix-là, etc. Avec d'énormes difficultés pour justifier ce que vous avez dit tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait notre particularité à nous? Pourquoi est-ce qu'on applique un tarif dégressif et qu'on a décidé de le faire? Enfin voilà. Et dernière chose, et après on engage la discussion et les questions. J'ai mangé le nom du journaliste, mais vous avez vu certainement dans la dernière année qu'il y a un journaliste ou plusieurs journalistes qui ont édité des rapports sur les EHPAD d'un côté et récemment sur la gestion des crèches. Je ne sais pas si vous avez pris connaissance de ce qui a été dit. Bon, les livres blancs, voilà. Je ne dis pas que le fait que des journalistes publient ça fasse changer les choses. Dans les EHPAD, je ne suis pas sûr que ça, aujourd'hui les EHPAD privés lucratifs, ça ait changé. Mais quand même, on est là sur des secteurs qui, en tout cas dans nos associations, que ce soit la garde d'enfants, que ce soit les activités socioculturelles, que ce soit l'accès au droit même, la question de l'accès au droit et lutte contre le non-recours, on est de plus en plus attaqué et grignoté par le privé. Allez à Lyon, allez à côté de la préfecture, puis regardez les magasins qui sont sur les bords de la préfecture. C'est des boutiques qui remplissent les dossiers. Aujourd'hui, vous avez des gens qui ont fait une activité privée de remplir un dossier retraite. C'est passé dans le privé. Il y a des assistantes sociales privées. Il y a des sites qui vous prennent une commission quand vous allez chercher vos droits. Vous remplissez, vous mettez tout dans le site et puis ils vont vous prendre une commission sur vos droits. Enfin, on est quand même dans un monde un peu bizarre. Donc du coup, le fait d'aborder aujourd'hui ces sujets et de mettre en avant et de ne pas céder à la tentation de la délégation de services publics ou au marché public, je pense est à saluer en tant que tel. Mais ce n'est que mon opinion personnelle, quoique c'est celle aussi de mon réseau. Donc ça va. Moi, si je complète ton opinion, pour l'avoir vécu il y a 2 ans à la Biennale sur l'éducation populaire à Poitiers, j'étais intervenu effectivement pour présenter un peu le modèle lyonnais là. Sur 97% des représentants associatifs des présents dans l'atelier, sur le territoire national, il n'y en avait aucun qui était sous le régime de la subvention. Voilà.
Oui, Enfin, je pense qu'à l'échelle de l'agglo, c'est déjà le cas un peu. je ne suis pas forcément étonné. C'est de plus en plus rare. Hein. Mm. C'est ce que je vois quand j'en parle avec des collectivités publiques. Ils me disent mais on ne prend pas le risque. On va se prendre un recours du privé. On ne peut pas le justifier. Donc c'est un vrai partenariat à construire en amont. Mais c'est sûr que les collectivités sont frileuses. Et c'est d'autant plus rare qu'on a aussi des techniciens qui sont de moins en moins formés à la subvention. Juste pour rappel, hein, le secteur, la subvention, est bordé par la loi ESS de 2014 et puis 2015, dite la loi Hamon, qui vient quand même préciser les choses et qui vient poser un cadre juridique sérieux, ça veut dire, enfin, c'est un cadre législatif, donc accompagné par des circulaires. Quand aujourd'hui on va dans des collectivités, on parle de cette loi et on a un peu l'impression parfois de prêcher dans le désert. J'ai l'impression que la subvention, pour dire du côté de la collectivité, elle demande des efforts en termes d'investissement, mais humains pour connaître les partenaires, parce qu'on est sur du partenariat, donc il faut comprendre que la délégation de services publics, pour en vivre par ailleurs, on est dans un rapport marchand. Il y a des prestations, il y a des lots, je t'achète ça, je veux ça en face, c'est fait, c'est bien, je te paye, c'est pas fait, c'est pas bien. Le rapport est différent. Je te paye quand même souvent. Oui, je te paye quand même souvent. Et en plus, dans les délégations de services publics, souvent, le contrôle des délégations de services publics, c'est pas la collectivité qui le fait. C'est encore un autre privé qui se fait payer pour contrôler la délégation de services publics. Donc, en fait, c'est pas critique du fonctionnement des collectivités, mais on voit que c'est vraiment un système complètement lucratif où vous avez des consultants qui favorisent la délégation de services publics, qui derrière vont contrôler la délégation de services publics, et c'est en boule de neige. Au final, je ne suis pas persuadée qu'en termes d'économie des deniers publics, la collectivité soit gagnante. Une petite question après sur la jurisprudence, mais on va d'abord prendre c'est soit des questions, soit des expressions, soit des témoignages de situations vécues, ça peut être ça. Bonjour. J'aurais deux questions. La première, j'ai bien compris la différence entre marché public et subvention, ça c'est clair. Si ce n'est que les collectivités proposent plus facilement des subventions aux actions et moins aux projets éducatifs. Or, il faut bien que, pour qu'il y ait un projet, une action qui fonctionne, il faut bien qu'il y ait une structure minimale derrière. Voilà. Donc, est-ce que vous avez une réflexion là-dessus et des pistes? Le deuxième point, il y a des demandes de subventions où on nous demande d'attester qu'on ne dépend pas de la règle des minimi européennes. Alors, je réponds non. Très franchement, je ne suis pas sûr de répondre à bon escient. Donc, avoir quelques petits éclairages, ça serait utile, s'il vous plaît. Alors, la règle... Pardonnez-moi. Moi, c'est juste pour savoir si, quand vous prenez la parole, si vous pouvez présenter d'où vous venez, de quelle association. Volontiers. Christian Tête, et je suis président de la jeunesse au plein air, Rhône et Métropole de Lyon. Merci. On peut peut-être commencer par les minimis, du coup, on le fait à l'envers. Oui, d'accord. Donc la règle des minimis, c'est une règle de droit communautaire. Excusez-moi, je vais être un peu embêtante. D'accord. La règle des minimis, c'est une règle de droit communautaire qui vous précise que si vous agissez comme une entreprise, vous avez tout de même le droit de percevoir une somme de jusqu'à 500 000 € sur 3 ans glissants, alors même que vous êtes sur le secteur concurrentiel. Alors, il y a des distinctions, c'est entre 300 000 et 500 000 €, ça dépend de plein de critères différents. Mais ceci étant, le fait qu'on vous pose la question, ça veut dire qu'on présuppose que vous êtes une entreprise sur un secteur concurrentiel. Donc si vous considérez que vous n'êtes pas une entreprise, vous répondez non. Voilà. Après, sinon, il faut regarder le montant des subventions que vous percevez sur 3 ans glissants. Et à ce moment-là, même si vous ne savez pas si vous êtes une entreprise ou pas, vous répondez non, si vous êtes en dessous de ces seuils. Ça varie. Apparemment, ça varie. Ça varie. Mais c'est là où il faut arriver à déterminer si vos actions sont ou pas sur un secteur concurrentiel. On prend en charge les coûts apprenants, donc on les dépasse, c'est ce montant-là. Mais c'est de l'argent qui rentre et qui sort, quoi. C'est là où ça peut être intéressant après moi, c'est pas mon domaine, mais c'est là où ça peut être intéressant d'avoir une logique par rapport au projet associatif et de sectoriser et de voir qu'est-ce qui relève du secteur concurrentiel, qu'est-ce qui n'en relève pas, et ça permet plus facilement aussi de percevoir des subventions aide d'État ou non aide d'État.
Il y a une vraie logique aussi, dès que vous dépassez un certain montant de subvention, je pense qu'il faut regarder si vous êtes assimilé à une entreprise ou pas et si vous n'avez pas intérêt à sectoriser. Merci. Et puis la deuxième remarque, réflexion, qui n'était pas forcément une question, portait sur une espèce de... Peut-être que là on peut te laisser la parole, pour voir un peu comment ça se passe à la ville et si justement ça a été accompagné dans cette réflexion-là. C'est vrai qu'on est de plus en plus subventionné dans les associations à l'action et non pas au projet. La dotation globale de fonctionnement permet, j'imagine, de déployer des actions, et là pour répondre à deux, mais c'est pas de partout. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus d'appels à projets qui sont sur des actions très précises et très fléchées, qui s'inscrivent dans un projet plus global, et puis après on y répond ou pas, mais voilà, est-ce que vous avez, vous, là-dessus, justement, pourquoi ça s'appelle déjà une dotation globale de fonctionnement, par exemple? Alors pour moi, ça s'appelle une subvention générale de fonctionnement. Ah, pardon. J'ai vu qu'il y avait Parce qu'on a des lectures différentes parfois sur le même objet, hein, ça dépend de là où on se place. Donc ça reste bien une subvention, et ça reste une subvention générale, puisque effectivement elle n'est pas fléchée sur tel ou tel axe du projet associatif, puisque la mise en œuvre du projet à partir de ces financements publics, là, ces financements de la collectivité, se négocie, s'échange, se modifie, s'évalue en fonction de l'évolution de chaque action ou du projet global. Donc c'est, la teneur de nos échanges avec les associations repose là-dessus. Donc on peut prendre, je sais pas, 2 heures d'échange sur le périscolaire avec Mon Plaisir et puis 3 heures avec la petite enfance sur un centre social. Donc ça va dépendre en fait de chaque contexte associatif, globalement. Mais pour répondre sur l'appel à projet, pour faire court, collectivité, où moi j'aurais tendance même à rappeler un peu l'État sur le sujet, hein, parce que l'État, ça a été le premier à nous dire sur les financements, notamment en politique de la ville par exemple, hein, on allait financer du moyen, mais jamais de personnel. Donc en fait, on avait beau dire aux représentants de l'État que pour mettre en place le projet, il fallait quand même des moyens humains. Ça devenait déjà problématique il y a 20 ans et ça l'est toujours, quoi. Donc je ne sais pas comment vous allez faire pour en sortir, mais pour moi, ça reste du registre de l'échange. Si l'État ou si la collectivité souhaite vraiment travailler avec vous, qu'elle en fasse preuve, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que vous soyez vous aussi en capacité de négocier ce que le financeur public souhaite pouvoir mettre en place avec vous. Alors, j'allais rajouter au niveau des appels à projets, nonobstant notre subvention générale de fonctionnement, nous margeons aussi sur des appels à projets en fonction des différentes initiatives que les équipes peuvent avoir. Donc, l'un n'empêche pas l'autre, mais effectivement, quand on va sur les appels à projets, c'est vraiment sur le financement spécifique d'un projet. Ça va être des chantiers jeunes, ça va être des animations particulières en pied d'immeuble, là où on va aller sur les appels à projets. Et juste pour revenir effectivement sur la sectorisation, les MJC Mon Plaisir montrent aussi une salle de spectacle, un bar et un restaurant qui pour le coup sont sectorisés comme relevant du secteur lucratif, assujettis à TVA, et à ce titre, nous en termes de fléchage, il n'y a aucune subvention qui parte sur ce secteur-là. Et peut-être pour illustrer un autre exemple sur cette question de la subvention, plutôt au projet qu'au projet, enfin à l'action qu'au projet global, je pense que c'est aussi très culturel. Il n'y a pas que les collectivités qui financent les associations, il y a aussi les organismes de sécu par exemple, pour travailler beaucoup avec la CARSAT ou la CAF. Mais côté CARSAT, c'est pas du tout culturel de bosser avec des associations dans le champ du vieillissement. Ils ont leur propre service, ils déploient leurs actions de prévention. C'est que très récemment, qu'en fait ils se tournent vers des associations en local pour dire mais nous on veut faire de la prévention par le lien social. Mais pour le coup ils arrivent avec leur bagage et ils veulent financer de l'action. Combien de seniors retraités de plus de 67 ans et combien de seniors retraités de plus de 68 ans? Et il faut longtemps, nous ça fait 12 ans, 13 ans qu'on bosse avec la CARSAT, c'est toujours pas fini cette question de projet global ou financement à l'action. Je partage, c'est beaucoup une question d'échange et de faire bouger les lignes. Ça tient aux personnes, à beaucoup d'endroits, si on arrive à avoir un peu du répondant. Là où c'est un peu plus compliqué, c'est effectivement service de l'État, parce que depuis le ministère, on va chercher à produire de la politique publique, parfois sans s'associer avec le monde associatif pour le coup, pour la co-construire. Et ça, je pense qu'on ne peut que le regretter. Je pense que tous les endroits où le monde associatif peut venir construire ou co-construire la politique publique, au final, tout le monde est gagnant. Les collectivités, les organismes de sécu, l'ensemble des partenaires qui entourent nos projets, quoi. Mais ça demande en ce moment beaucoup d'énergie. Voilà. Je
dis en ce moment parce que ça fait longtemps, tu dis ça fait 20 ans, et je trouve C'est parce que c'est de plus en plus dur. c'est de plus en plus dur. Ouais. D'autres remarques, questions, témoignages? Peut-être juste une petite nuance de ce que vous avez dit, Madame Maître, sur le territoire de la métropole. Donc moi, je suis directrice de la culture et de la vie associative à la métropole. Et donc, vous avez expliqué tout à l'heure qu'en effet, les communes bénéficiaient d'une clause générale de compétences, comme la ville de Lyon, pour permettre d'intervenir. La métropole, nous, on est quand même une collectivité à statut particulier, donc on a également une clause générale de compétences qui nous permet d'intervenir sur tous les champs sur lesquels on souhaite. Donc cette distinction entre les départements qui ont eux aussi une clause générale de compétences et puis les intercommunalités qui ne l'ont pas forcément, ou qui sont plus limitées, voilà, n'a pas forcément cours ici sur ce territoire, mais c'est vrai que c'est une particularité qui est propre à notre territoire, à notre collectivité. Donc voilà, donc on est un peu plus libre d'intervenir. C'est juste pour préciser ça, et aussi si vous avez des questions sur les règles des ministres, sur des cas particuliers, donc le service propose des permanences avec un avocat justement, qui peut étudier des cas particuliers et vous faire un retour, voilà, et c'est gratuit pour les associations du territoire de la métropole. Merci pour l'intervention. Monsieur. Oui, Il y a deux, voilà. Là, pardon. Non, non. Jean-Marc Boivin du Conseil économique, social et environnemental pour des associations. Pour éclairer le propos justement de la difficulté ou des tensions aujourd'hui sur l'accès au financement, la façon dont ils peuvent être régulés, j'aimerais bien que Maître Viviane, vous nous disiez le genre de dossier sur lequel vous pouvez être saisi aujourd'hui. J'imagine qu'il y a une activité, pas que du conseil. Donc, qui est agressé, entre guillemets, par qui et pour quels critères? C'est des questions de mise en concurrence. Il y a quoi en jurisprudence? Alors oui, il y a 2 ans, on avait demandé au tribunal administratif s'il y avait des statistiques sur les contentieux contre les subventions. Et il n'y en avait pas. Donc ce qui signifie qu'effectivement, il n'y a pas tant de recours que ça. En tout cas, pour la juridiction administrative, ils n'ont pas considéré que le volume de recours contre les délibérations qui attribuent les subventions est suffisamment important pour en faire des statistiques. Donc honnêtement, je ne sais pas quel est le volume de contestation sur ce type de délibération. Je pense qu'il faudrait peut-être plus demander à des collectivités. Je pense qu'elles ont pas mal peut-être de recours gracieux, mais au contentieux, moi je vois ce qui est publié. J'ai pas l'impression que le contentieux soit très très développé. C'est vraiment sur quand vous avez de la commande publique, où là effectivement vous avez des entreprises privées qui sont concernées. Là vous pouvez avoir au moment de l'attribution des contentieux. Sur la subvention, j'ai pas l'impression que ce soit très développé. Il y a très peu de jurisprudence, hein, vraiment très peu. Peut-être plus sur le contrat d'engagement républicain. On prend juste là, ensuite là. Olivier Martel, de la direction environnement de la métropole de Lyon. Il y a plusieurs choses. Pour nous, les collectivités, c'est souvent la Cour des comptes qui nous rappelle à l'ordre que ça va pas. Et en 20 ans, moi, j'ai vu des demandes de la Cour des comptes de plus en plus strictes. La dernière fois, c'était vous n'avez pas pesé le salaire de la directrice de l'association au regard de la convention collective. Demande de la Cour des comptes. Donc là, nous, on a répondu à la Cour des comptes. C'est de l'ingérence de la vie associative, hein, mais la Cour des comptes ne l'entendait pas comme ça. Hein. Donc ça montre qu'en 10 ou 20 ans, la Cour des comptes est devenue de plus en plus rigide, je ne sais pas, mais en tout cas strict sur l'attribution de subventions. Mais les questions que je vois, moi, apparaître, c'est surtout qu'est-ce qui définit le secteur concurrentiel, parce que c'est un sujet éminemment politique, puisque par exemple, il y a certains courants qui disent que tout ce qui est animation-éducation relève du marché privé, et tout pourrait être privatisé. Donc ça veut dire que tous les débats qu'on a, ça tomberait à la trappe, on n'en parlerait plus. Hein. Et puis ce que je vois aussi, c'est que la question, c'est pourquoi aussi il y a autant de collectivités qui passent, parce que vous avez parlé des appels à projets, mais pas des appels à manifestation d'intérêt, ou des appels d'offres qui sont encore 2 dispositifs différents. Et on voit avec le temps qu'on glisse de plus en plus vers des appels d'offres, et même pas des appels à projets, des appels d'offres. Et donc on se dit, mais quand on a passé une vie à travailler avec les associations, on se dit, mais pourquoi les jeunes collègues basculent tout de suite dans les appels d'offres?
parce qu'il y a une judiciarisation des affaires, et donc tout le monde a un peu peur. Moi, je rappelle l'accident du Drac en Isère où les enfants sont morts noyés. EDF a été condamné par lâcher du barrage, l'éducation nationale aussi. Mais la fonctionnaire de la ville de Grenoble, qui a mon âge, a été condamnée aussi au pénal, parce qu'elle a financé une association où l'association allait au bord de la rivière du Drac, et les classes le faisaient depuis 10 ans. Hein. Donc, résultat, les jeunes collègues ont tendance à dire ah ben nous, on a le code des marchés publics, et comme ça, on est bordé. Voilà. Et ça, c'est un vrai problème de fond, c'est-à-dire que moi, je pense que, par exemple, le mouvement associatif devrait aller un peu plus faire des formations au Centre national de la fonction publique territoriale. Ils veulent pas. Ah, mais Pourtant, on propose. Sur l'éducation à l'environnement, on l'a eu fait. Hein. Oui, non, Et donc, c'est compliqué. pour justement acculturer les jeunes collègues à ce dialogue de partenariat avec les associations, parce que sinon, moi, je pense que dans quelques années, tout sera en appel d'offres. Surtout si on est en contrainte budgétaire, ça peut glisser là-dessus, parce que c'est vachement plus simple, entre guillemets, par rapport à ça. Entre guillemets, parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement, si un tribunal administratif n'a pas besoin de stats sur le contentieux et nos subventions, c'est qu'il n'y en a pas. Il va commencer à faire des stats que quand il y en a, en disant bah, ok, ça relève de quoi. Et on le voit dans le domaine associatif, par exemple les prud'hommes dans le domaine associatif sont bien moindres que dans le privé. Et ça, il y a de la stat aussi là-dessus. Donc c'est vraiment un bon indicateur qu'un tribunal administratif ne demande pas la stat, parce qu'en fait, il n'y a pas de problème. Il y en a très peu, et ça ne vient pas handicaper ou enrouer l'engrenage pour répondre à la question. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a des juristes qui n'ont pas le même avis du tout sur le même sujet. Moi, j'ai organisé des colloques pour les appels d'offres, contre les appels d'offres, etc. Et il y avait des juristes qui disaient blanc, d'autres gris, d'autres noirs. Et résultat, les élus disaient ah, si les juristes ne sont pas d'accord, moi j'applique plutôt ce type de règles. Et c'est un problème. Hein. Moi, je pense, pour rebondir, moi, je me suis posé la question quand j'ai commencé à me spécialiser un peu plus dans les subventions et les associations, en me disant mais pourquoi est-ce que... Parce que pour moi, c'est un schéma juridique qui peut être juridiquement fiabilisé. Et je me suis posé la question en me disant mais pourquoi finalement est-ce que de moins en moins on a recours à ça? Et je pense qu'il y a deux explications. Il y a une première explication au stade de la formation des juristes. En fac de droit, ce qu'on disait avant de commencer, il n'y a pas de cours de droit des subventions. Ça n'existe pas. Il y a des cours de droit des aides publiques, mais le volet national sur les droits des subventions, une subvention, il y a des critères. Il y a des critères de forme pour que la subvention soit régulière, il y a des critères de fond, il y a un intérêt public local, il y a une compétence de la collectivité, il y a les 3 critères qui ressortent de l'ancienne loi du 12 avril 2000, où avec il faut un objet, un montant, des conditions d'utilisation. Et si ces éléments-là, dans la rédaction, sont précis, la subvention, elle est régulière. Mais après, donc je pense déjà qu'il y a un problème de formation au niveau des facs de droit où il n'y a pas de cours. En fait. Ce que je disais, moi je fais une journée professionnelle en Master 2, 6 heures, et les étudiants qui ont eu 30 ou 40 heures dans leur scolarité de droit des aides d'État, ils n'ont jamais eu avant de cours de droit des subventions par rapport au droit national. C'est un peu... voilà. Donc voilà. Ça c'est un premier point. Et après je pense effectivement, alors vous en parlerez mieux que moi, mais je pense au niveau effectivement de la fonction publique, il y a une crainte, parce que déjà les fonctionnaires quand ils passent les concours, beaucoup sont des juristes, donc des gens ils n'ont pas eu de formation. Et puis ensuite, il y a aussi un petit peu ce problème de la pénalisation et des risques. Voilà. Et je pense effectivement que si on ne va pas former en interne pour expliquer dans quelles conditions la subvention doit être encadrée ou pas, ça ne va pas dans le sens de la subvention, parce que la commande publique, finalement, c'est beaucoup plus simple. Hein. Voilà, on peut se dire, on passe la commande et le prestataire est responsable. Je ne sais pas si c'est plus simple, sincèrement. On a deux prises de parole à venir et puis on peut continuer à tourner autour de cette question. Voilà. Mais je pense que c'est une question, il faut se la poser. Pourquoi? Et effectivement. Mais après, je pense qu'il y a une réponse au niveau de la crainte du pénal, ça c'est sûr. Ça fait partie d'un. Gaël et monsieur après qui suit.
Gaëlle Buissier, je travaille à la caisse d'allocation familiale et donc j'accompagne les centres sociaux et espaces de vie sociale. Donc je suis à la fois partenaire de ces associations et aussi partenaire des collectivités avec lesquelles on contractualise justement de manière tripartite pour assurer la pérennité des projets associatifs de ces structures et on a lancé ça il y a quelques années, il y a 7-8 ans maintenant, justement parce qu'on voyait de plus en plus de collectivités qui finançaient donc les projets sociaux des structures, alors que nous on contractualise avec eux sur 4 ans, sur un projet pour 4 ans, qui contractualisaient à l'année et sur des actions. Et nous on est arrivé en leur disant attention, il y a un projet associatif, il a été co-construit avec vous, enfin vous avez été associés dans cette construction, c'est important pour la pérennité de la structure et pour la réponse au territoire d'appuyer la globalité du projet et non action par action, ce qui va fragiliser, comme on s'était dit tout à l'heure sur les appels à projets, ce qui va fragiliser les structures. Donc voilà, on est allé à déployer ce type de conventionnement pour essayer de sécuriser les partenaires là-dessus, et aussi dans un contexte où justement la Chambre régionale des comptes pointait beaucoup de conventionnements entre les collectivités et les associations en disant qu'il fallait les requalifier en DSP. Donc voilà, on est allé proposer en réponse à ça ces conventions tripartites qui intègrent tous les éléments dont vous avez parlé. Mais aujourd'hui, on se rend compte que ça ne suffit pas. Que ça ne suffit plus, que les collectivités sont de moins en moins intéressées par ces conventions et vont en effet plus facilement vers les appels d'offres, vers les DSP pour ces raisons de risque pénal. Et on a du mal à faire valoir le projet social de ces structures et l'initiative habitante, de montrer qu'un centre social, quand il porte une crèche, c'est pas juste un service de crèche, mais c'est un accompagnement global à une famille. Et ça n'est plus entendu aujourd'hui dans certaines collectivités. Et on est vraiment en grosse difficulté. Il y a des collectivités avec lesquelles on travaille très bien, comme la ville de Lyon, comme la ville de Villeurbanne, notamment, qui a été citée beaucoup ce matin, par exemple. Mais il y en a d'autres où c'est vraiment de plus en plus complexe d'être en partenariat avec eux autour de l'accompagnement de ces structures. Du coup, il ne faut rien lâcher. Du côté des CAF, du côté des villes et du côté des assos. Voilà, parce que sinon, on va s'en manger tout cru. Votre prise de parole. Merci. Donc, moi, je suis Martin Bobet, je suis aussi conseiller du CESE et j'ai été co-rapporteur d'un avis sur le financement des associations. Oui, je vous en qui parle. dit la même chose que ce que vous êtes en train de dire, donc on est rassuré. Et du coup, j'ai une question à poser qui peut être partagée, que je pose un peu à tout le monde, mais que je peux aussi précisément poser à Maître Vivien. Est-ce que vous avez déjà vu des délégations de services publics ou des marchés publics passer en subvention? Et en fait, on est face à un mouvement de baisse drastique de la subvention. J'interviens sur la table ronde en plénière juste après, donc je vais essayer de ne pas faire beaucoup de redites parce qu'on a quand même pas mal de choses dans ce rapport que vous avez déjà dit. Mais globalement, les subventions baissent énormément. La commande publique, elle, augmente. On identifie majoritairement que c'est lié à une insécurisation juridique des collectivités territoriales. On n'a pas beaucoup, exploré le sujet de la responsabilité pénale des agents. On a surtout exploré au regard du droit de l'Union européenne, qui n'est pas très sécurisant. Mais en gros, ce qu'on sait, ce qu'on pressent, et on n'a pas encore eu de cas d'exemple, on en cherche, c'est que globalement, on a affaire à un cliquet anti-retour. C'est-à-dire, en gros, le glissement est en cours, un cliquet anti-retour. Le glissement est en cours et on n'a pas les instruments pour faire machine arrière. Nous, on préconise un changement législatif pour ça, européen si possible, mais si on ne peut pas de manière française. Par contre, si aujourd'hui il y a des voies de passage qui sont existantes, on serait content de les connaître. La formation des agents des collectivités. De marche arrière, c'est-à-dire on passe par exemple une subvention en délégation de service public, on se dit qu'on a fait une connerie parce que d'un coup les associations perdent de leur vitalité et on décide de les repasser en dessous. Alors j'ai aucun exemple malheureusement. Dommage. Juridiquement, ça va être compliqué parce qu'à partir du moment où on est en commande publique, ça veut dire qu'il y a eu une initiative, un besoin public. Donc à mon sens, juridiquement pour le faire, il faut le faire en 2 étapes. C'est-à-dire que, un peu comme sur un territoire, on peut avoir des crèches intercommunales et des crèches associatives, il faut se dire qu'on a une DSP partielle sur un territoire.
pas forcément d'action sur le reste et on laisse une initiative associative sur le reste du territoire avec un projet qui est très associatif et ça se fait progressivement. Là, je pense que juridiquement, on peut arriver à le sécuriser. Mais ça veut dire qu'il faut que les élus soient très volontaires de ce point de vue-là. C'est ce que j'allais dire. Le cliquet majeur, au-delà de la question technique et juridique, c'est une question de volonté des élus. J'ai déjà vu des votes intercommunaux sur le sujet avec blocage des services. C'est-à-dire en gros des intercommunaux. Voilà, oui, où le DG ne veut pas parce que c'est trop. Le DG ne veut pas. Marianne Langlais, je suis du collectif des associations citoyennes. J'interviens aussi avec Martin sur la prochaine table ronde. Juste, effectivement, ça peut peut-être pas marcher du côté juridique, mais on a quand même des exemples de situations où un appel d'offres a été retoqué face à une mobilisation associative extrêmement forte pour refuser les conditions de l'appel d'offres et revenir à un système de subvention. Donc il y a des moyens, alors qui ne sont peut-être pas au niveau des collectivités territoriales, mais d'un point de vue de mobilisation associative, on peut, ça existe en tout cas. Et puis c'est notamment avec justement, c'était autour du 3919 sur le numéro d'appel pour les femmes victimes de violences, où justement l'État a créé un marché là où il n'y en avait pas, et qu'une mobilisation associative forte, médiatique, etc., a permis un retour en arrière. Donc voilà, c'est pas tout à fait le sujet que vous abordiez, mais quand même c'est un peu en amont où on peut, avec une mobilisation, dire non à ce type de... C'est souvent qu'il faut, dans ce cas-là, avoir une mobilisation assez forte pour faire réécrire les cahiers des charges. Mais il faut le faire avant. Il faut le faire avant que ça soit passé. Il faut le faire en amont. Là, actuellement, il y a la JEPVA qui veut passer pour Guy Dassault, je ne sais pas si ça parlera à tout le monde, c'est l'accompagnement à la vie associative. Le ministère veut former les équipes. Il dit, ceux qui sont dans Guy Dassault, il faut qu'ils soient formés. C'est de la formation professionnelle. En fait, la JEPVA n'a pas le choix que de passer un marché public. Sauf que les gens qui vont répondre au marché public, c'est forcément du secteur associatif qui est vent debout. L'État, les SDEJ sont aussi vent debout contre ça. Tout le monde est vent debout contre la JEPVA, en fait. C'est pas de chance, c'est leur seule manière de faire. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il vaut mieux faire une grosse mobilisation, bloquer le dispositif en se disant eh ben, on ne fera pas de formation professionnelle, on va torturer le truc et on va passer autrement? Mais ça, la JEPVA, ça lui donne des boutons, ça ne marche pas. Ou alors, est-ce qu'il ne faut pas passer en deux temps, effectivement, se dire, dans un premier temps, on va bloquer le dispositif et on va faire différemment, et puis on va attendre peut-être des jours meilleurs ou des changements de législation? J'en sais rien, je n'ai pas la tactique. Mais là, on est vraiment face à un cas de figure où on a le ministère de la vie associative qui va privatiser la vie associative. C'est lui-même qui se l'organise tout seul. C'est un truc... je simplifie vraiment. Qui empêche en même temps des personnes qui ont participé à la co-construction de répondre parce que sinon ça fait des conflits d'intérêts. Donc on marche sur la tête. Et c'est un blocage juridique juste pour bien comprendre la situation. C'est l'Union européenne ou pas? Alors je ne voudrais pas trop m'avancer sur d'où vient le blocage au niveau de JEPVA parce que je ne voudrais pas dire de bêtises. Je pense que je ne suis pas assez calé sur ce qu'on doit faire ou pas les ministères. Mais en tout cas, pour eux, il y a eu un cabinet d'avocats qui a bossé dessus et il a répondu ça en disant bah oui, effectivement, ils n'ont pas le choix de faire autrement. Un avocat payé par le mouvement associatif. Donc, on ne peut pas dire que ça soit... Voilà. Donc, effectivement, ils n'ont pas le choix. Mais on marche tellement sur la tête que le ministère de la vie associative privatise la vie associative lui-même. Enfin, il y a vraiment un truc qui tourne par rond. Je voulais répondre sur un peu la question sur le cliquet d'appel d'offres vers les subventions. Effectivement, c'est une grosse tendance dans les collectivités, voire les appels d'offres. Après, dans les grosses collectivités, même en interne, des fois, les juristes ne sont pas d'accord entre eux. Je vais arrêter sur le sujet, mais c'est un autre problème. Mais quand il y a un marché public, il y a un besoin avéré qui est défini. Est-ce que vous croyez que le citoyen, il attend encore la bonne parole de la collectivité qui vient du haut vers le bas? À mon avis, c'est le meilleur moyen de contrecarrer ces histoires de marché. Parce que le citoyen, il n'attend pas forcément la vérité qui arrive de la collectivité. Ou alors la collectivité dit on fait une opération de com, et à ce moment-là, on parle de com, mais on ne parle pas d'animation ou d'éducation. Vous voyez, ce n'est pas du tout le même registre. Et comme je pense que des fois, il y a les mélanges entre les deux, entre ce qui peut être de la com
et ce qui peut être de l'animation ou de l'éducation, automatiquement, si le périmètre du besoin avéré était redéfini, automatiquement les appels d'offres pourraient peut-être, il y en aurait peut-être un peu moins quand même. Enfin, c'est des questions de fond, quoi. Ouais. Je me permets de repousser le dernier rapport du CESE sur le sujet, qui redit quand même des choses super intéressantes en termes de plaidoyer sur ce sujet, pas forcément sur ce sujet-là particulièrement, mais en tout cas de l'intérêt des collectivités et des autres partenaires publics à travailler avec des associations, parce qu'il y a un truc dont on n'a pas parlé, là encore dans le débat, mais le régime de la subvention vient aussi reconnaître une capacité d'innovation. Il y a quand même un paquet de politiques publiques qui sont nées parce que des gens les ont inventées. Elles n'existaient pas. Elles ont été inventées pourquoi ? Parce que les gens avaient le droit de se réunir, d'avoir une idée, d'aller trouver un partenaire, quel qu'il soit, et notamment des collectivités locales, parce que ça répondait à un besoin, en se disant, chiche, on y va et on essaye. Il y en a plein, je ne veux pas donner d'exemples comme ça, mais les micro-crèches. Aujourd'hui, les micro-crèches, elles ont été inventées au démarrage par des gens qui se sont dit, tiens, si on faisait chez nous, là, dans nos tout petits territoires, une micro-crèche. Parce qu'en fait, elle existe déjà. On est déjà organisé en tant que parents. Maintenant, on veut qu'elle soit reconnue. Voilà. Il y a des politiques publiques comme ça, il y en a plein qui sont nées. Donc, cette question de l'innovation et de la capacité que peuvent avoir les collectivités et les autres partenaires à reconnaître le fait associatif au sens large et donc à le traduire par une subvention plutôt qu'un marché public, c'est aussi reconnaître des capacités d'innovation. Et qui sont basées sur une expertise que vous connaissez bien à la ville, que nous, on a beaucoup bossé avec Yann Le Bossé dans le réseau des centres sociaux, mais l'expertise d'expérience en fait. C'est j'ai l'usage, j'ai l'expérience de mon territoire. Ça ne remet pas en cause l'élu dans son mandat de représentation, mais par contre, c'est moi qui dis si le banc, il est bien à cet endroit ou s'il est mieux à cet endroit. Parce que c'est moi qui sais où est l'ombre à midi et demi. Encore une fois, c'est une caricature, mais c'est presque ça. Oui. C'est pour ça qu'il faudrait effectivement réfléchir à quelque chose de cadrant et de stabilisant pour les associations, parce que vous disiez tout à l'heure, si la collectivité a envie de travailler avec vous, mais il y a plein de fois où elle n'a pas encore envie, où elle ne nous connaît pas, où elle ne sait pas ce qu'on fait, et où on a à défendre, et que parfois, on a parlé plusieurs fois de la résilience, les associations, elles sont obligées d'accepter des choses, ou en tout cas pour se faire connaître, pour accéder aux premières choses. Et donc du coup, oui, tout ça, c'est super, et on sait qu'il se passe des choses très intéressantes, et on arrive pour beaucoup à négocier, à discuter, à travailler en partenariat, mais c'est pas le cas de tout le monde, on n'a pas toujours les moyens. Et là, ce qui est dit, c'est presque un peu idyllique, parce qu'il y a quand même plein de fois, on est obligé d'accepter des choses, et après c'est trop tard, effectivement, et on ne peut pas forcément revenir quand on a déjà répondu à l'un ou à l'autre. Et c'est pour ça que les associations, elles peuvent dire, elles peuvent agir, elles peuvent dire qu'elles sont innovantes, elles sont dans le partenariat, mais s'il n'y a pas un cadre qui nous donne ce droit d'y être, c'est quand même compliqué. Il existe. Oui, mais... Il existe. C'est ça en fait le vrai problème. Je discutais avec la nouvelle présidente de la Ligue des droits de l'homme au niveau national il y a 15 jours, et elle me disait, elle ne comprenait pas, elle regardait notre réseau, elle ne comprenait pas pourquoi on n'avait pas une armée de juristes avec nous. Elle disait, mais comment ça se fait que vous n'allez pas au contentieux, vous ne défendez pas vos droits, vous ne connaissez pas la loi, etc. Elle disait, bah oui, mais si on va sur le terrain juridique, c'est aussi donner du grain à moudre à un certain monde, etc. Donc il y avait ce débat-là. Pour la Ligue des droits de l'homme, eux, c'est très clair. Ils ont un contentieux, ils attaquent au contentieux. Et elle expliquait, elle disait, ce qui fait la norme et comment on vit ensemble, c'est pas tellement les politiques, parce qu'elles changent régulièrement. C'est le droit, c'est la loi, c'est la jurisprudence. Je sais pas, pour moi, mais c'est bien, c'est les 5 dernières minutes, ça lance un débat pour plus tard, pour une autre journée. Mais on l'a pas. Et je dis pas qu'il faut qu'on l'ait, hein, mais voilà, je sais pas, c'est une question. Mais voilà. Mais je trouve la réflexion intéressante. Le fait de border juridiquement un régime de subvention en se disant on s'attache des services de quelqu'un qui dit ah, les assos, on est un peu des bricoleurs, quoi. C'est des gens, c'est des habitants. On fait des trucs, on tente des choses, mais on n'est pas des pros du juridique. Les habitants, c'est pas des... C'est des gens normaux, en fait. Voilà. Peut-être qu'à un moment donné, il faudrait qu'on réfléchisse à voir comment on peut, je sais pas, peut-être paraître plus sérieux, juste paraître, hein, sans l'être. Je sais pas. Il ne faut pas dénigrer le terme de bricolage. Ouais, c'est vrai. Enfin, on travaille beaucoup sur les éléments de langage, pardon. Nous, quand on dit que maintenant les associations, c'est des influenceurs sociaux sur le territoire lyonnais parce qu'elles ont, pour certaines, plus de 50 ans d'existence. La centrale l'ANEC, il a plus de 100 ans, par exemple.
Bon, voilà, influenceurs sociaux, ça parle à d'autres gens. Quand on dit que c'est des incubateurs dynamiques, individuels, collectifs, ça parle aussi. Et quand on rappelle que ce modèle hybride, en tout cas pour une MJ, un centre social, c'est des habitants mais qui gèrent des PME, ça parle aussi de la notion de PME. Parce qu'il y a des salariés, il y a de l'argent en jeu, et il y a du service qui se met en place. Donc c'est pas tant des bricolos que ça. Mais le terme est important parce que le fait de bricoler, c'est le fait de savoir s'outiller et d'inventer aussi. Donc, mais c'était juste aussi pour rappeler l'importance de s'affronter à des cultures, parce que notre vraie problématique, elle n'est pas politique, hein, pour moi, elle est plutôt liée à la culture de l'administration, si on parle des collectivités. Et la culture politique, ça se travaille au long cours. Voilà. Avant, après, pendant. Et la culture de l'administration, c'est plus complexe et c'est plus lourd en termes de culture professionnelle. Voilà. C'est vrai. On terminera par vous deux, si ça vous va, vous trois. Et si on déborde, on va peut-être se faire sortir de la salle Manu Militari, mais on verra bien à ce moment. Merci pour ces échanges. Et en fait, dans ce que j'entends, il y a dans la formation des juristes, en fait, il y a plus de place pour les assos. Donc, il y a peut-être un levier d'action pour aller voir comment faire évoluer la formation des juristes. Il y a des métiers aujourd'hui, des nouveaux métiers avec l'alternance, les contrats de professionnalisation, des opportunités peut-être pour créer ces nouveaux métiers du juriste spécialisé dans le monde associatif. Donc, c'est juste des choses, là, si on écoute les difficultés qu'on a exprimées ensemble, il y a peut-être une voie à aller creuser là. Je ne sais pas qui peut s'en charger. Il y a des partenaires, le CNFPT est un partenaire, mais il y en a d'autres. Donc, c'est comme ça. Voilà. Un constat de ce que j'ai entendu, mais j'ai pas tout. Merci. Moi j'avais deux questions, je vais essayer d'aller vite vu qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Déjà j'aurais bien voulu avoir votre avis, Hervé Janco, sur justement, vous disiez tout à l'heure mais vous n'avez pas approfondi, je ne suis pas sûre que les marchés publics ou les DSP ce soit plus simple pour les collectivités. Voilà, j'aurais bien voulu avoir la fin. Et je reviens au tout début de cet échange sur ce que vous disiez sur la différence entre les besoins qui doivent être définis par les associations pour que la subvention soit recevable, mais qu'en même temps, la collectivité peut définir des objectifs, c'est notamment le cas dans le cadre d'appel à projet. Et pour moi, j'avais du mal à faire la distinction où est-ce que est la frontière finalement. 2 minutes pour l'un et pour l'autre. De manière assez basique, le temps que prend la mise en place d'un marché ou d'une DSP, c'est assez phénoménal par rapport au temps pris pour le lancement d'une subvention. Enfin, pour un appel à initiative. Franchement, c'est largement plus simple, entre guillemets, en termes de timing et sur le nombre de services en interne d'une collectivité qui vont être amenés à travailler sur le sujet. Ça va de la commande publique en passant par la direction des affaires juridiques et j'en passe. Et puis la deuxième chose, c'est l'action du coût, pour l'avoir vécu sur 2-3 exemples que je n'aimerais pas. Mais effectivement, ça nous aurait revenu beaucoup plus cher de passer en marché que de passer par le même opérateur sur le registre de la subvention. Donc, des fois, je me dis qu'effectivement, la commande publique, c'est pas forcément l'option la plus géniale. Sur ces deux registres-là, je sais aussi pertinemment que le fait que la collectivité Ville de Lyon travaille avec 41 associations du DUPOP, même si aujourd'hui l'enveloppe elle représente environ 20 millions d'euros pour ces 41 associations, ce qui est un fonds assez important. Mais pour autant, si on était sur le registre du marché pour à minima même la moitié des actions qu'elles mettent en œuvre, je pense que ça nous reviendrait largement plus cher. Ok, donc en termes de temps et d'argent, finalement la subvention est Et gagnée. puis l'effet induit dont on ne parle pas, parce que c'est aussi l'objet de l'appel initiative, c'est toutes les notions de participation, de démocratie locale, de démocratie de proximité, d'accompagnement de l'habitant et d'un citoyen qui sont quand même au cœur du sujet politique en fait pour la collectivité, de traiter de cette manière-là avec ces associations, qu'on n'a pas forcément beaucoup évoqué aujourd'hui, mais qui quand même est un peu au cœur du rêve. Mais du coup, effectivement, la sub gagne à plusieurs titres, d'où l'intérêt vraiment du coup de la DSP, ça reste l'encadrement juridique. On conclut. Non, il y avait une autre prise de parole, mais j'ai l'impression qu'il y a d'autres ateliers qui après, et certaines personnes sont attendues. Donc il faut vous connaître. Oui, très rapidement, j'ajouterai en plus que l'exécution d'un contrat de la commande publique est compliquée et ça donne beaucoup de contentieux. L'exécution d'une subvention, généralement, il n'y en a pas. Et distinction objectif action, une action de formation en faveur, on va dire, de la biodiversité,
l'économie citoyenne, ça c'est un objectif. L'action, c'est je veux une action sur comment planter, l'agriculture, mais comment planter des peupliers. Vous voyez, donc on définit vraiment la formation, on va dire la formation doit avoir tel objet, alors que sinon une formation va donner un cadre global et c'est à l'association de créer, d'innover sur des thématiques. Les moyens. Voilà. C'est ça la différence. Dernière prise de parole. C'est bon, vous avez déjà répondu. Merci à vous en tout cas.